Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire des plus retentissantes du 19e siècle. Il s'agit de l'affaire de l'auberge de Perbeil, alias l'Auberge Rouge. Vous en avez certainement entendu parler car elle a fait l'objet d'un film en 1951 avec le célèbre acteur Fernandel. Alors, même si le film a eu un succès retentissant à l'époque, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est bien différente. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de cette auberge. Elle est située à 1276 mètres d'altitude, au cœur de l'Ardèche. Elle dominait autrefois un plateau sauvage de bruyères et de gazon. C'est un lieu de passage depuis le XIIIe siècle. C'est donc dans cette auberge que ce serait passé, et je dis bien ce serait, car encore aujourd'hui l'affaire reste encore floue. Et on n'a pas encore toute la vérité, vous allez voir. Mais donc c'est dans cette auberge que se seraient passés des crimes affreux commis par les aubergistes Pierre Martin, sa femme Marie Bresse et leur domestique Rochette. C'est au XVe siècle qu'est apparue la première auberge à l'initiative des moines de Mazan. À l'époque, c'était une auberge pour abriter les voyageurs gratuitement. Le hameau se situe sur la grande route construite de 1716 à 1780 qui relie le Languedoc à l'Auvergne. Longtemps, Perbeil ne comprend qu'une maison, mais le XIXe siècle voit le début de son expansion. Lorsque Pierre Martin ouvre son établissement en 1818, il existe 5 bâtisses proches de l'auberge. Il faut dire que la région a sinistre réputation et déjà en 1632, un conseiller de Nîmes écrivait à propos. Ce pays est rempli de crimes et de meurtriers. Mais au début du 19e siècle, la situation n'a pas vraiment changé. Le caractère sauvage et isolé de cette région donne vraiment un sentiment de mystère. D'ailleurs, l'Ardèche a été le théâtre de plusieurs affaires d'auberges rouges et d'auberges criminelles. Notamment le 11 juillet 1725, on retrouve un cadavre près du pont de Mars, non loin de la grande route qui va de la Voulte-sur-Rhône au Puy. Le corps est gît nu dans un petit bois, il a la gorge tranchée et l'assassin a pris soin de sectionner les organes génitaux du cadavre. On dit on n'en est pas à la première affaire criminelle dans la région à l'époque. Faut bien vous imaginer qu'à l'époque, ce genre de crime était assez courant. On mettait peut-être moins de moyens dans les enquêtes, surtout dans ces régions qui étaient très isolées. Le fait que l'auberge de Perbeil ait cette réputation un petit peu de maison hantée, entre guillemets, ça va vraiment forger sa réputation et sa légende. Après vous avoir posé donc le contexte historique et environnemental de l'époque, je vais maintenant vous présenter les protagonistes de notre histoire devenue tristement célèbre. Tout d'abord, c'est en 1808 que Pierre Martin et son épouse Marie Bresse s'installent dans le hameau de Perbeil. Décident d'y édifier alors une auberge. Ils vont vraiment gérer ce lieu d'une main de maître et les aubergistes se font rapidement une excellente réputation, grâce notamment à l'attrait de leur table et au fait qu'ils sont toujours prêts à aider les voyageurs en difficulté. Les affaires prospèrent avec une telle rapidité que le couple Martin achète bientôt plusieurs terres aux environs. Ils prêtent même des sommes importantes à plusieurs de leurs connaissances. Devenu riche, le couple commence à attirer la curiosité des voisins, voire la convoitise et la crainte. D'où vient donc cette fortune ? Comment devient-on riche en si peu de temps quand on a commencé avec seulement une chèvre blanche et une vache noire ? Se demandent certains paysans du coin. Pierre Martin, l'aubergiste, il naît en 1773 à la Chapelle-Saint-Philibert, c'est un hameau situé à 2 km de Larnas. D'après les témoignages de l'époque, c'était vraiment un bon vivant, un bon mangeur, un gros buveur. Il était dur à la besogne, peu loquace et était redouté pour sa force brutale. Il se marie avec Marie Bresse en 1795. Marie, elle était aussi bavarde que son mari était silencieux. Elle est née en 1777 à Larnas. Elle vécut toute son enfance à Perbeil où ses parents étaient métayers. Elle reçoit dès sa plus tendre enfance une excellente formation de cuisinière qui rendra quelques années plus tard sa table célèbre dans toute la région. Elle était très bavarde et captivait rapidement son auditoire. On dit plus tard qu'elle était redoutable pour faire dire aux gens leurs secrets, notamment leurs secrets les plus intimes, et qui l'intéressait surtout apparemment, c'était les secrets qui concernaient l'argent. Marie Bresse, elle eut 3 enfants, un fils mort en bas âge et 2 filles, Jeanne-Marie et Marguerite. Les époux Martin, ils avaient un domestique, Jean Rochette, qu'on surnommait Fétiche. C'était vraiment plus qu'un domestique pour eux, c'était avant tout leur homme de confiance. Il était né en 1785 au hameau de Bannes, sur la commune de Mazan,
au cœur de la forêt domaniale du même nom. Le signalement, de nouveau indiqué sur l'acte d'arrestation, montre qu'il était grand pour l'époque, près de 1,70 m. Il possédait des cheveux châtain clair, des yeux gris et un teint coloré. C'était donc ce qui était noté sur le signalement de l'acte d'arrestation. La rumeur dit aussi qu'il était un peu plus que l'homme de confiance des Martin, car Monsieur Martin n'était pas là. Apparemment, il couchait avec sa femme. Et ça encore, ce ne sont que des rumeurs. Je vais maintenant vous expliquer le déroulé des faits de l'histoire qui va découler de l'arrestation des aubergistes Martin et de leur domestique Jean Rochette. Le 12 octobre 1831, Jean-Antoine Enjolras, dit Bergère, un riche cultivateur, il se rend à la foire de Saint-Cyrgue. Il a acheté une génisse qu'il a ramenée avec lui le soir. On dit qu'il a un petit peu trop bu pendant l'après-midi et il a laissé sa bête s'échapper. Plusieurs personnes disent l'avoir vu chercher sa bête désespérément, et certains disent aussi qu'il a émis son attention de se rendre ce soir-là à l'auberge de Perbeil pour y coucher. Mais depuis ce jour-là, sa famille est restée sans nouvelles de l'homme, s'inquiétant de ne pas le voir revenir le lendemain. Il est par la suite déclaré disparu. Sa famille pense donc qu'il a sûrement été victime d'un accident et qu'il est décédé. Les autorités n'entreprennent donc aucune action dans un premier temps. Enjolras ayant été vu vivant pour la dernière fois avant d'aller à l'auberge, le juge de paix du canton, avec la sollicitation de la famille du vieillard, il décide de se rendre sur les lieux. C'est un certain Galland qui le reçoit, car en effet cela faisait plus d'1 an que Pierre Martin et sa famille ne tenaient plus l'auberge. Il la loue au fameux Galland, mais eux vivent toujours à Perbeil, dans une maison aux alentours. Galland il déclare alors ne pas avoir vu Enjolras, et le juge ne consulte pas le registre que tout aubergiste avait l'obligation de tenir. Il ne fouille pas non plus les lieux, et le lendemain de cette visite, soit le 26 octobre 1831, vers 17 h, les neveux d'Enjolras, qui avaient entrepris de leur côté les recherches de leur oncle, le retrouvent gisant recroquevillé au bas d'une falaise de rocher à 13 km de l'auberge de Perbeil. La justice, elle se mêle rapidement de cette histoire et la rumeur enfle autour de Pierre Martin, car d'après certaines rumeurs, son comportement paraît et devient vite suspect. Et c'est vers le 20 novembre que la décision est prise d'arrêter les suspects Pierre Martin, Marie Bresse et leur domestique Jean Rochette. L'arrestation elle a lieu le 26 novembre 1831, soit 1 mois après la découverte du corps d'Enjolras. Malgré le manque de preuves imminentes sur la culpabilité des prévenus, ils sont quand même arrêtés à cause de la rumeur qui court à leur sujet. Ils furent enfermés à la prison de l'Argentière. L'instruction des 3 accusés, elle dure de décembre 1831 à novembre 1832, ce qui en fait une durée particulièrement longue. Jean Dumas, juge d'instruction de première instance de l'Argentière, il a attendu longtemps avant de réunir des charges sérieuses contre les 3 prévenus, ce qui justifie aussi sa durée. Les témoignages sont nombreux, car beaucoup ont leur mot à dire sur cette histoire, mais sur 120 témoins cités au procès, seuls 17 défendent l'innocence des Martin et de leurs domestiques. Des histoires notamment étranges y sont racontées. C'est notamment le cas de celle d'un paysan nommé Bissac, car en effet il avait livré de l'avoine à Pierre Martin quelques mois auparavant, et il devait se rendre à Perbeil pour aller chercher son argent. Il décide alors de s'y rendre, ce qui est un peu étrange, en pleine nuit. Il arrive donc devant l'auberge vers 3 h du matin, il frappe à la porte, et les aubergistes lui ouvrent. Ils sont un peu étonnés de voir que le paysan vient de réclamer son dû à cette heure si tardive, mais il décide quand même de le faire rentrer. Il fut tout de suite marqué par une odeur nauséabonde qui inondait la pièce. Dans la marmite, il a le temps de voir qu'une mixture infecte était en train de bouillir. À un moment, Marie Bresse va pour touiller cette mixture, et à cet instant même, il voit une main baignée dans le bouillon. Il se risque alors de demander à ses hôtes s'il ne venait pas d'avoir une hallucination, mais ceux-ci commencent à le menacer. Il lui demande alors de ne rien dire de ce qu'il avait vu. Il répond simplement par un hochement de tête, il se fait servir un verre d'eau de vie, et il repart illico presto, certainement traumatisé par ce qu'il venait de voir. Une autre affaire considérée comme plus sérieuse vient mettre à mal l'innocence de nos aubergistes. Il s'agit de celle du marchand juif. C'est une affaire qui s'apparente beaucoup à celle d'Enjolras et qui se serait déroulée dans les années 1813-1815. Selon le rapport d'Aymar, procureur du roi, un témoin qui est connu des Martins s'arrête devant l'auberge pour demander le logis. Mais il se fait littéralement jeter par les aubergistes. Il lui refuse l'entrée et il décide quand même de se retirer dans le grenier à foin pour y passer la nuit. Ce que les aubergistes ignorent donc. Pendant la nuit, il entend un grand vacarme dans la maison
Et peu de jours après, la rumeur court qu'un riche marchand y aurait été assassiné. Le procès des Martin, il s'ouvre le 18 juin 1833 et se termine dans la nuit du 25 au 26 juin, au palais de justice de Privas. Ils sont d'abord poursuivis pour 2 assassinats, 4 tentatives d'assassinat et 6 vols. Les accusés y furent finalement jugés pour un assassinat, celui d'Enjolras donc, 4 tentatives d'assassinat et 2 vols. La cour d'assises, elle est composée de 3 magistrats et le jury qui est censé représenter le peuple n'a en réalité pas grand-chose de populaire, car elle est composée de riches notables. En effet, à l'époque, pour être citoyen et pour voter, il fallait payer une somme importante de 220 francs, et donc les paysans n'avaient pas forcément cette somme d'argent à débourser. La partie civile, elle est absente, car la famille d'Enjolras, elle n'a pas souhaité porter plainte contre les accusés. Pierre Martin, quant à lui, s'est assuré le concours de bons avocats qu'il rémunère cher. Leurs honoraires équivalent à peu près à son revenu annuel. Ce qui est assez frappant dans ce procès, c'est la place accordée à la rumeur, avec les nombreux témoignages dressant un portrait assez sordide des accusés. C'est pour le meurtre d'Enjolras que les 3 accusés seront jugés principalement. Pour résumer, Enjolras il aurait passé la journée du 12 octobre 1831 à la foire de Saint-Cyrgue. Il y aurait acheté une génisse qu'il aurait perdue en route. Il aurait manifesté son intention de coucher dans l'auberge des Martin et plusieurs témoins assurent qu'ils l'ont vu entrer dans la maison. Néanmoins, après le 12 octobre, il ne sera pas revu vivant. Le rapport d'autopsie révèle, selon les officiers de santé, que le vieillard n'a pu être qu'assassiné, car le rapport du procureur constate une forte blessure à la partie droite et une plaie postérieure à la tête, ayant occasionné un épanchement assez considérable de sang, et qui serait le résultat d'un coup porté avec un instrument contondant. Les genoux ont été fracassés par des forts coups portés avec un instrument fort et dur, comme un marteau ou une barre de fer. Le rapport il a été établi le 28 octobre 1831 et l'état de putréfaction du cadavre fait penser que la mort remonterait à 12 ou 15 jours, ce qui concorde avec la date du 12 octobre, dernière fois où on l'aurait vu vivant. Le soir supposé du meurtre, c'est-à-dire dans la nuit du 12 octobre 1831, il y avait 3 autres personnes qui dormaient dans l'auberge. Mais c'est le témoignage de Laurent Chaz, un SDF, qui va faire basculer l'enquête. Laurent Chaz, il est alors âgé à l'époque de 56 ans. Il demeure à la Souche, mais il n'a en réalité pas de domicile fixe. Il raconte qu'il se trouvait ce soir-là dans le grenier à foin avec un vieillard, lequel un peu plus tôt se plaignait d'avoir perdu sa génisse, qu'il venait d'acheter dans la journée. Quand soudain, Pierre Martin, Marie-Bresse et Rochette ils firent irruption dans le grenier. Marie-Bresse, elle avait un pot avec un liquide à l'intérieur. Ils le firent boire au pauvre homme. Il poussa alors de longs soupirs et fut pris de convulsions. Le SDF dit alors qu'un coup de barre de fer fut porté à l'encontre du vieillard et qu'il fut amené hors du grenier à foin. Laurent Chaz, qui faisait semblant de dormir à côté, fut épargné. Après ces aveux, les jurés sont sûrs de la culpabilité des 3 prévenus et sur le fait qu'Enjolras a bien été assassiné. Les accusés, eux, n'ont jamais avoué. Au contraire, ils ont toujours nié les faits et clamé leur innocence. Les jurés ils mirent 1h30 à délibérer du sort des 3 accusés et ils décidèrent de les juger à la peine capitale. Ils allaient donc être guillotinés en place publique. Dès le 26 juin, c'est-à-dire le lendemain du procès, les accusés se pourvirent en cassation. La Cour de cassation qui se réunit le 12 août se conforma aux conclusions de l'avocat général et rejeta le pourvoi. Il ne leur restait alors plus qu'un espoir, le recours en grâce. Le roi Louis-Philippe prit sa décision le 18 septembre 1833. Il était assez sensible sur la question de la peine capitale, car son père, Louis-Philippe d'Orléans, était mort sur l'échafaud en 1793, ce qui l'avait beaucoup traumatisé. Néanmoins, le roi, soucieux de préserver la paix sociale, choisit d'approuver la décision de justice. L'exécution de Marie-Bresse, Pierre Martin et Jean Rochette a lieu le 2 octobre 1833, devant l'auberge de Perbeil. Une foule immense, on peut même parler de beuverie, assiste à l'exécution. Marie-Bresse, elle gravit la première les marches de l'échafaud. On lui présente le crucifix, mais elle détourne le regard avec dégoût. Elle couche alors sur une planche, après lui avoir lié les mains. La planche, elle bascule en avant et le couperet tombe à la vitesse de l'éclair. Pierre Martin lui monte sans faiblir les 12 marches de l'échafaud et meurt avec une certaine dignité. C'est Rochette qui exprime le plus d'émotion, on va dire, à son exécution, car quant à lui, il s'avance en pleurant et ne cesse de répéter cette phrase. « Maudit maître, que m'avez-vous fait faire ?» Serait-ce là des aveux ? Les corps ils seront enterrés au cimetière de Larnas dans la nuit du 2 au 3 octobre et le soir même, on viendra exhumer les têtes.
pour les transporter au Puy-en-Velay et en faire des moulages. Car en effet, cette époque-là, la phrénologie était très en vogue. La phrénologie, c'est une théorie pseudo-scientifique selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. On l'utilisait beaucoup, notamment pour étudier le crâne des criminels à cette époque-là. D'ailleurs, près de 200 ans après leur décapitation, les moulages des crânes des 3 exécutés sont toujours conservés au musée Crozatier du Puy-en-Velay. Si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Alors, selon vous, coupable ou non coupable? Aujourd'hui, la culpabilité des 3 protagonistes, elle ne fait sûrement pas de doute, car elle est perpétrée par le tourisme du crime autour de cette histoire. On peut toujours visiter l'auberge rouge, l'auberge de Perbeil. Mais de nombreuses zones d'ombre persistent. En 1950, un avocat nommé Joseph de Montgros a estimé que les 3 condamnés avaient servi de bouc émissaire et avaient été condamnés pour l'exemple. Le roi Louis-Philippe lui-même ne voulant pas se mettre en travers de la justice dans un climat social déjà tendu à l'époque. De plus, il y a de nombreuses hypothèses sur la mort d'Enjolras. Certes, il a été retrouvé le corps meurtri au bord de l'Allier, mais n'a-t-il pas simplement été victime d'un accident ou une rixe qui aurait mal tourné, sans implication des aubergistes dans l'affaire? Quoi qu'il en soit, pour vérifier ces hypothèses, il aurait fallu se livrer à une véritable enquête. Or, ce n'a pas vraiment été le cas, celle-ci n'ayant jamais eu lieu. Les magistrats se sont contentés de suivre la piste ouverte par la famille d'Enjolras et ont toujours recherché les causes de sa mort à Perbeil. Le mystère de cette auberge isolée plane encore, c'est en partie ce qui a forgé la réputation de la légende de l'auberge rouge. Voilà, cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'ils sont vraiment coupables ou non coupables selon vous. Je pense que cette histoire a encore beaucoup de mystères à nous révéler dans les prochaines années. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.